Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, Carrefour condamné à verser des dommages et intérêts à 3 de ses caissières de la station-service de Saint-Pierre-des-Corps. En novembre 2008, elles avaient été intoxiquées par des gaz cancérigènes et transportées à l'hôpital. Deuxième rame du tram tourangeau, arrivée aujourd'hui au centre de maintenance de Tours-Nord, toutes de noir vêtues, mais aucune rayure de buren. Pourquoi? Eh bien la réponse dans quelques instants. Polémique autour de l'hébergement d'urgence. La préfecture d'Indre-et-Loire a annoncé aujourd'hui son plan hivernal, mais les associations d'hébergement d'urgence estiment que le compte n'y est vraiment pas. Les refus d'hébergement se multiplient pour les familles. Bonsoir et merci de nous rejoindre. On ouvre ce journal donc avec cette condamnation aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Tours. Carrefour va devoir payer à 3 caissières de sa station-service de Saint-Pierre-des-Corps des dommages et intérêts ainsi qu'une amende. L'entreprise a été reconnue responsable de l'intoxication de ces 3 femmes par gaz cancérigène. Les faits se sont déroulés en 2008. Brian Bock. Benzène, gaz sulfuré et méthane. Voici quelques-uns des gaz toxiques retrouvés dans cette cabine de caisse à la station essence du Carrefour Saint-Pierre-des-Corps. En 2008, ces 3 femmes ont été prises de malaise, puis hospitalisées pour 2 d'entre elles. Aujourd'hui, elles sont au tribunal après avoir porté plainte contre leur employeur pour faute inexcusable et non-assistance à personne en danger. Toutes les 3 ont travaillé en moyenne 5 ans dans cette cabine. Elles demandent 26 000 € de dommages et intérêts par personne. Nos appels au secours n'ont pas été entendus au niveau de Carrefour. Quand on a pu leur demander de l'aide parce qu'on se rendait compte que c'était pas aux normes, personne ne venait, personne ne bougeait. Dans la salle d'audience, aucun représentant de la société SAS Carrefour Station Service. Pourtant, un avocat de Carrefour était bien présent mais n'a pas voulu plaider au motif qu'il ne représente pas la station-service. Je ne suis pas l'avocat de cette société-là. Je suis l'avocat de quelqu'un d'autre. Il y a 2 sociétés Carrefour différentes. Vous attendez des libérés quand même? Oui, par curiosité. À 14 h, le verdict tombe. Carrefour est condamné à 9 000 € d'amende et doit verser 6 300 € de dommages et intérêts à chaque employé. C'est un verdict qui est satisfaisant dans la mesure où les salariés ont obtenu des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elles ont subi, pas à hauteur de ce que l'on demandait, mais à une hauteur quand même conséquente par rapport à ce préjudice actuel. Quant aux employés, elles sont globalement satisfaites, mais ne veulent pas en rester là. On va revoir Maître Baron, on va faire les autres procédures qu'on a le droit et on lâchera pas. On lâchera pas parce que là, ce qu'ils ont fait Carrefour aujourd'hui, c'est du mépris. C'est mépriser les employés, c'est qu'on est rien pour eux, quoi. C'est boss et tais-toi, quoi. Malgré la peur de contracter une maladie liée à l'inhalation de gaz toxiques pendant plusieurs années, les 3 employés de caisse quittent le tribunal l'esprit un peu plus léger. Condamnés, la société Carrefour a 10 jours pour faire appel de la décision. La deuxième rame du futur tramway de Tours est arrivée aujourd'hui au centre de maintenance de Tours-Nord. La deuxième des 21 rames qui vont composer le parc tourangeau. Alors vous l'avez vu, vous le voyez même, cette rame est totalement noire à la différence de la première et pour cause, les 300 autocollants qui lui donneront son effet miroir seront posés ultérieurement. Le convoi exceptionnel d'aujourd'hui avait pris un peu de retard, c'est la petite anecdote. La traversée de l'agglomération n'étant pas autorisée pour les convois exceptionnels entre midi et 2, eh bien la rame a dû patienter. Des rames, au total, il devrait y en avoir 3 par mois désormais qui arriveront donc au centre de maintenance de Tours-Nord. Je vous le disais en titre, polémique autour de l'hébergement d'urgence en Touraine. La préfecture d'Indre-et-Loire a présenté son plan hivernal aujourd'hui. Une 50aine de places en plus par rapport à l'an passé. Mais les associations d'entraide montent au créneau. Pour elles, le dispositif n'est pas suffisant pour répondre aux besoins. Jérôme Alain. Situation explosive sur le front de l'hébergement d'urgence. Ce sont les mots du collectif de 8 associations qui, mi-octobre, ont alerté élus et représentants des collectivités territoriales sur les refus enregistrés par le 115 pour loger de manière digne des dizaines de familles, contraintes alors à dormir dans la rue. Il y a un an, le 115 enregistrait 10 refus par mois. Aujourd'hui, ce même chiffre atteint 50 par mois. La préfecture annonçait ce matin la reconduction du dispositif d'urgence en période hivernale et 235 000 € supplémentaires, une capacité d'accueil d'hébergement d'urgence portée à 305 places et des actions renforcées en cas de grand froid. Nous avons la possibilité d'activer des moyens complémentaires, que ce soit une salle commune sous la forme d'un gymnase, que ce soit des chambres d'hôtel, que ce soit bien évidemment l'intensification de la surveillance sur la voie publique à travers les maraudes par exemple. Pour les 8 associations, le Secours catholique, la Croix-Rouge, Entraide ouvrière, la Barque, la CIMAD, Chrétiens migrants, Emmaüs et RESF, la réponse apportée est loin d'être satisfaisante.
Les services de l'État se sont contentés de reproduire le dispositif hivernal qu'ils avaient mis en place l'année dernière. Pas plus que ça. Et puis la dimension, c'est pas le dispositif hivernal, c'est un problème de fond qui n'est pas lié à l'hiver, ce manque de places d'hébergement d'urgence. La première réponse que j'apporte, c'est qu'on est dans un dispositif de secours et d'urgence et non pas dans un dispositif pérenne. Je souligne que les efforts consentis par l'État sont considérables, tant au niveau national qu'au niveau local, et je n'empêche personne de contribuer à cet effort comme il le souhaite. Les associations demandent aujourd'hui une table ronde avec l'État, les collectivités et les différents partenaires pour définir les priorités à mener pour des solutions plus pérennes. En 2011, on enregistrait 732 nuitées en hôtel pour loger des femmes avec enfants bien souvent. Ce chiffre a dépassé les 3000 sur la dernière année. Ces images maintenant tournées devant le gymnase du CTRO à Saint-Pierre-des-Corps. Il y avait du monde ce matin. 3000 musulmans s'y sont réunis pour la grande prière de l'Aïd el-Kébir, la fête la plus importante du calendrier musulman. Les familles qui se sont ensuite rendues à l'abattoir de Bourgueil pour le fameux sacrifice des moutons. On écoute Salah Merabti, le président de la communauté islamique d'Indre-et-Loire. Aujourd'hui, on a environ 3000 personnes. D'abord, les deux salles, la salle de gymnase du dojo et la salle du sport étaient complètement pleines. Si cette mosquée était terminée, ça nous aurait facilité d'abord l'organisation des fêtes et ça aurait permis à la communauté musulmane de ne pas s'éparpiller à travers la ville. Donc nous, notre but, c'est justement d'essayer de réunir tous les musulmans au même endroit pour ne pas multiplier les lieux de culte. C'est une page qui va se tourner dans le quartier du Vieux-Tour. L'auberge de jeunesse fermera ses portes au 31 décembre. Plus aucune réservation ne sera acceptée après le 17 décembre. L'immeuble qui appartient à la société HLM de Touraine va être réutilisé pour des logements sociaux. Il faut dire que dans les faits, l'auberge de jeunesse de Tours pratiquait de l'hébergement longue durée. Sabrina Melout. Chantal a bien du mal à s'y faire et pourtant d'ici la fin de l'année, cette auberge de jeunesse en plein cœur de ville ne remplira plus aucune de ses 146 chambres. À 22 € la nuit et un chiffre d'affaires de 830 000 €, ce fief ne connaissait pas la crise et pourtant aujourd'hui sur les 9 salariés, 7 perdront leur emploi et une société de nettoyage déposera le bilan. L'auberge fonctionne, mais systématiquement, on a beaucoup de touristes étrangers. Où peut-on manger le soir? Nous avons tous les restaurants, on remplit les restaurants de la place Plumereau, etc. Où peut-on louer des vélos au détour? C'est-à-dire qu'on est finalement une chaîne à Tours. Et pourtant, l'inévitable devait bien se produire un jour. Initialement, le crédit logement accordé à cet immeuble était dédié au logement HLM social. 10 ans après, sous la pression d'un gouvernement qui accorde une place centrale au logement social, l'auberge de jeunesse devait tôt ou tard plier. Les bénéficiaires des œuvres des auberges de jeunesse sont des personnes quelquefois d'origine étrangère, ou en tout cas qui ne font que des courts séjours. Or, la règle en matière d'occupation du parc HLM, c'est des longues durées, c'est une location à l'année, des aides au logement, la location logement à caractère social, ou la location personnalisée au logement, l'aide personnelle au logement. Et donc, on n'était pas toujours, pour tous les occupants, dans cette situation rigoureusement conforme aux règles administratives. La mairie de Tours planche donc sur une étude d'implantation d'une nouvelle auberge de jeunesse. Il y a plusieurs terrains qui sont déjà envisagés sur la ville de Tours. Ensuite, l'agglomération sera chargée de la construction de cette auberge de jeunesse et je pense dans les délais, je vous le dis, les plus rapides possibles. Une urgence pour Tours, consciente que l'auberge de jeunesse reste un point d'accueil indispensable pour accueillir notamment bon nombre de touristes. Et on termine ce journal par une expo à Blois. Dans le cadre des rendez-vous de l'histoire, la salle d'exposition du Conseil général met à l'honneur le monde paysan. Une exposition qui traite de la grande transformation qu'a connue l'agriculture de 1870 à 1970. Exposition qui dure jusqu'au 10 novembre. Maud Gatineau. Le grand chambardement, l'exposition porte bien son nom car en un siècle, l'agriculture a radicalement changé et avec elle, l'image que l'on se fait du paysan devenu agriculteur.
entre ce qu'on peut imaginer aujourd'hui du paysan jardinier planétaire, celui qui est capable de fournir des ressources alimentaires pour la planète, en tout cas on peut l'espérer, et puis celui qui hier était un arriéré, un bouseux, un pecno, dont les représentations sont souvent extrêmement négatives. Et pour en témoigner, voici réunis sur 3 étages des gravures, des photos, des affiches, des jouets, des maquettes, des objets phares, venus parfois directement de la ferme. Un siècle d'histoire depuis 1870, réunis sur 300 mètres carrés. Une histoire étroitement liée à celle du Loir-et-Cher qui est, je dirais, façonné par l'agriculture et par le monde agricole. Et ça a été aussi, on le voit bien d'ailleurs dans l'expo à travers le remembrement, c'est aussi le paysage du département qui a été refaçonné au moment où on a remembré. En 100 ans, la part des agriculteurs dans la population active est passée de 60% à 3%, une descente vertigineuse que l'exposition tentera d'expliquer jusqu'au 10 novembre. Oui, c'est donc à voir à la salle d'exposition du Conseil général du 41 jusqu'au 10 novembre, comme on vous l'a dit à l'instant. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, l'invité de la rédaction vous parle de Femmes 3000. Restez avec nous.